Autre proposition de loi au menu du Sénat, à l'initiative du groupe communiste cette fois, et qui vise à interdire l'usage des lanceurs de balles de défense, mieux connus sous le nom de flashball, alors que ces armes ont été très utilisées par les forces de l'ordre dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes. Les explications de Jonathan Dupriez. La position du groupe CRCE est claire. Il est urgent d'interdire l'usage du LBD 40 dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Ces sénateurs sont à l'origine d'une proposition de loi sur le sujet. Pour eux, cette arme a déjà causé de trop nombreuses victimes lors des manifestations de Gilets jaunes. On a 111 enquêtes de l'IGPN. Donc l'esprit de responsabilité était de décider un moratoire. On regarde les effets de cette arme, ses conséquences, les besoins en formation pour les policiers et voir s'il y a une alternative. Mais là, il faut retirer. Outre l'interdiction immédiate de l'arme, le texte demande qu'un fichier de police qui recense notamment les tirs de LBD soit rendu public. Aussi, les sénateurs plaident pour que le gouvernement révise sa doctrine du maintien de l'ordre en s'inspirant d'autres États européens. Le résultat serait formalisé dans un rapport. En Allemagne, c'est la désescalade. On peut se servir du dialogue, on peut parler avec les gens. On peut parler au lieu de s'approcher des manifestants. Il y a des pays qui dans les manifestations, n'utilisent pas des armes non létales, ne sont pas armés, et ces pays ne sont pas moins sûrs. Alors, il y a un problème. Examiné par la commission des lois du Sénat, ce texte avait été rejeté le 20 février. La commission avait jugé le LBD nécessaire à un usage proportionné de la force. Et pour parler de cette interdiction des LBD, on rejoint Tam Tranui qui est avec Jérôme Durin, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire. Jérôme Durin, il y a quelques jours, on n'était pas encore sûr que le groupe socialiste allait voter pour la proposition de loi communiste qui vise à interdire les LBD. Et finalement, a priori, vous allez la voter, votre groupe va la voter. Oui, nous avons pris la décision hier en réunion de groupe, après un débat assez approfondi, de voter cette proposition de loi parce qu'il nous semble qu'il y a un impératif à protéger les manifestants d'outils qui sont non pas seulement des armes intermédiaires, comme on le dit, mais qui font des dégâts humains terribles, considérables, et un nombre de blessés avec des blessures d'une telle gravité qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Certains jugent, notamment à droite, que s'il n'y avait pas eu ces armes, ces LBD, les forces de l'ordre auraient immédiatement utiliser des armes létales. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, c'est pas comme ça que ça s'est produit, donc on pourrait faire toutes les anticipations qu'on veut, mais il n'y a aucune preuve en la matière, donc on peut inventer des choses. La réalité, c'est que il y a beaucoup de blessés, il y a des gens qui sont traumatisés, il y a des familles qui sont gravement touchées, il y a des gens qui vont rester handicapés, que cette arme, visiblement, elle est mal utilisée, il y a un sujet de doctrine d'emploi, et qu'elle est en elle-même, et le constructeur le dit lui-même, utilisée avec des balles inadaptées. Personne d'autre en Europe ne l'utilise, donc il y a un sujet, c'est inadapté. Par quoi peut-on remplacer ces LBD pour vous aujourd'hui ? Une meilleure doctrine d'emploi des forces de l'ordre dans le contexte des manifestations qu'on a connues. On voit quand même qu'il y a un sujet dans la façon dont la sécurité est organisée. Et il y a une forme de faillite dans l'organisation de la sécurité. Et les LBD, ces lanceurs de balles de défense, sont finalement l'outil par lequel on vient constater qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le maintien de la sécurité. Alors on peut toujours être dans la dérive sécuritaire. Il y a une loi anti-casseurs qui arrive la semaine prochaine. Mais peut-être qu'il faut se poser la question autrement. Comment on fait pour pacifier? Comment on organise la désescalade? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, d'autres outils? En tout cas, les LBD, ça n'est plus possible. Vous n'êtes pas les seuls à contester l'utilisation de ces armes. Il y a eu de nombreuses associations, il y a eu le Défenseur des droits. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ONU. Et pourtant, on sent bien que l'exécutif n'est pas prêt à abandonner les lanceurs de balles de défense. Oui, mais là, on est dans un débat qui est un débat essentiellement politique. On voit qu'il y a des positionnements qui sont préélectoraux, qu'il y a une forme de droitisation sur ce sujet de l'exécutif. Les propos du président de la République lui-même, qui dit en gros, quand on va dans une manifestation, on est complice de ce qui va se passer, sont inacceptables. Tout ça ne tourne pas rond. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, après les manifestations, il y a des gens qui restent gravement abîmés. Et je pense qu'on protégerait aussi les forces de l'ordre en leur donnant un cadre d'intervention plus sécurisé, mieux adapté, une doctrine d'emploi adaptée. Au minimum, est-ce que si l'on conserve ces LBD, il faut revoir la formation des forces de l'ordre pour l'utilisation de ces armes de défense? C'est le minimum du minimum. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Durin d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Quel encadrement des manifestations? C'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360.
Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Eliane Assassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe communiste au Sénat à l'initiative de cette proposition de loi qui vise à interdire l'usage des LBD. Bienvenue sur notre plateau. Face à vous, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice Bonjour. Les Républicains du Val d'Oise, bonjour. Et vous êtes la rapporteure ici au Sénat de la proposition de loi dite anti-casseurs. Je suis rapporteur de la loi sur le LBD, Sur le LBD, excusez-moi. pas sur la loi anti-casseurs. De l'autre côté de la table, j'accueille Ayona Pasquale. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous défendez notamment des gilets jaunes blessés lors des manifestations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, j'accueille Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Alors Eliane Assassi, votre texte, il sera débattu demain au Sénat. Pour vous, cette interdiction des lanceurs de balles de défense, les flashballs, pour faire simple, Pire que les flashballs. c'est nécessaire? Oui, bien sûr. Oui, c'est la raison pour laquelle on a déposé cette proposition de loi. Mais je voudrais tout de suite dire que nous ne sommes pas les seuls à demander l'interdiction. On vient d'entendre Jérôme Durain qui est... Non, le mais je socialiste. ne vous parle pas de parlementaires. Je vous parle aussi de l'ONU. Je vous parle aussi de la commissaire européenne aux droits de l'homme. Je vous parle aussi du Conseil européen. Je vous parle aussi du Défenseur des droits. Je vous parle aussi d'une multitude d'associations, de magistrats, d'avocats qui s'élèvent aujourd'hui contre l'utilisation de cette arme dans les manifestations parce qu'elle cause des dégâts physiques d'une extrême gravité qui mutilent des gens à vie. Donc c'est aussi une des raisons. Ce n'est pas une proposition de loi contre les policiers. Je suis très respectueuse du travail effectué par nos forces de l'ordre dans ce pays. Mais force est de constater, dans la diversité, que l'utilisation de cette arme pose aujourd'hui problème. Je rappelle que c'est une arme de première catégorie. Denis Jacob, pour présenter les policiers Oui. ici sur le plateau, est-ce que vous avez besoin de ces LBD pour le maintien de l'ordre? Bien sûr qu'on en a besoin, mais avant tout, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'on a eu une dotation d'un moyen de travailler sur la voie publique face à des affrontements particulièrement violents, on a eu une polémique. On a eu les tasers, il fallait l'interdire. On a eu l'affaire Théo avec la matraque télescopique, il fallait l'interdire. Aujourd'hui, il y a eu le flashball, il fallait l'interdire, il l'a été. Aujourd'hui, on a le lanceur de balles de défense et on a une polémique qui est en train de commencer avec les canons à eau parce qu'on a eu des blessés avec les canons à eau. Donc retirons tout à la police et puis allons-y avec un bouquet de marguerites et tout se passera bien. Donc à un moment, il faut être un peu sérieux. J'ai pris connaissance de la proposition de loi et je regrette que personne de votre groupe, Madame la sénatrice, n'ait été présent le 13 février quand il y a eu la table ronde avec tous les syndicats de police au Sénat. Non, on n'est pas venu parce que je considère que quand tous les policiers, enfin tous les représentants sont réunis et que quelqu'un qui dépose un projet de loi ne vient pas discuter avec les syndicats de police, je ne vois pas pour quelle raison nous viendrions faire une table ronde avec des gilets jaunes et des journalistes puisque c'était la proposition de votre table ronde. Donc le LBD, il y a un sujet. Il ne faut pas le nier. Moi, je ne suis pas là pour faire du dogmatisme. Il y a eu des accidents graves, il y a eu des blessés graves, il est vrai, mais il y a tout un contexte et il faut remettre ça dans le contexte de la formation, d'un maintien de l'ordre et de manifestations particulièrement violentes dont on n'a jamais eu affaire jusqu'à présent, puisqu'on a eu affaire à des manifestations de contact. Jusqu'à présent, le maintien de l'ordre français, c'était d'être à distance des manifestants et il n'y avait pas de contact direct. Donc, il y a des sujets. Changement de doctrine, donc changement d'équipe. Elle est en cours. Elle est en cours. Jacqueline Eustache-Brinio, vous êtes la rapporteure de ce texte. Cette proposition de loi, elle a peu de chances d'être adoptée au Sénat? La commission des lois a émis un avis défavorable sur ce texte. Alors, je vais revenir sur un certain nombre d'arguments qui ont été posés lors de l'exposé des motifs sur cette proposition. D'abord, moi, je voudrais quand même revenir sur quelque chose de très particulier. On découvre ce LBD, d'abord, on ne l'utilise pas depuis 3 mois. Cette arme, elle est utilisée par la police depuis déjà un certain nombre d'années. On est dans un contexte très particulier, qui est le contexte des Gilets jaunes.
dans le cadre de manifestations très particulières, qui ne sont pas des manifestations organisées comme traditionnellement elles le sont dans l'espace public en France. Je veux dire, il est quand même très rare dans des manifestations qui ont lieu très régulièrement dans des villes en France que cette arme soit utilisée. Nous sommes depuis la mi-novembre sur des manifestations que ce n'est pas des manifestations, c'est la guérilla urbaine, ce sont par définition des choses qui sont illégales parce que pas déclarées, il faut quand même savoir, les parcours ne sont pas toujours connus. De manière un peu récente, les parcours sont à peu près donnés, ils ne sont pas toujours respectés. Donc il faut juste replacer le contexte de cette arme aujourd'hui, qui est une arme intermédiaire, qui fait partie d'un processus qui est de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, il y a des règles, qui est très réglementé dans son utilisation. Je veux le dire parce qu'on dit tout et n'importe quoi sur cette arme. Bien sûr qu'elle fait des dégâts, personne ne contexte, on le voit. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a eu, entre le 17 novembre et le 5 février, 13 400 tirs de LBD, 13 400, quand dans une année normale, entre guillemets, la police en tire 6 000. Donc vous imaginez sur ce peu de temps, donc vous imaginez ce que la police a vécu quand même, avec quand même quelque chose que je voudrais dire. La police, elle est là pour nous protéger. Quand on est cambriolé, quand on est attaqué, on appelle qui pour nous protéger? Les policiers. Donc les policiers, on ne les attaque pas. Et les policiers, à un moment, ils doivent aussi... Dans le maintien de l'ordre dans les manifestations. Non, mais c'est important. Mais le maintien de l'ordre dans les manifestations, il est réglementé. Ce n'est pas une arme utilisée pour disperser les manifestations, on ne le dit pas. Ce n'est pas une arme qui est appelée pour ça. C'est une arme qui est utilisée lorsqu'il y a menace sur des groupes ou des individus par les manifestants. Donc voilà, il est très réglementé l'utilisation de ce LBD. Et c'est une arme intermédiaire. Donc de toute façon, aujourd'hui, juste pour finir, puis je reprends la parole après, si on supprime l'utilisation du LBD, c'est l'arme létale? Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Si on n'utilise pas cette arme, c'est l'arme létale qui est derrière, on fait quoi? Donc voilà. Donc, on va évoquer ces sujets. Je voudrais donner la parole à Inoa Pasquale. Vous êtes une avocate qui défend des manifestants qui ont été blessés par ces armes. L'usage, on l'a entendu, 13 400 tirs de LBD, déjà, c'est du jamais vu. Ben oui. Oui, effectivement, ce sont des chiffres qui sont très importants. Alors, nous, on ne fait pas non plus mine de découvrir l'usage du LBD en France, puisqu'on sait qu'il est utilisé depuis très longtemps, notamment dans les banlieues, où il a fait également un très grand nombre de blessés. J'aimerais juste apporter 2-3 précisions à ce que vous venez de dire, et qui pour moi sont très importantes, puisque je ne fais pas de la politique, je fais du droit. Je ne peux pas vous laisser dire, madame, que les manifestations sont illégales du seul fait de ne pas avoir déclaré. Une manifestation devient seulement illégale lorsqu'elle a été interdite par un arrêté préfectoral. Ensuite de ça, le LBD, non, je ne joue pas sur les mots. Ensuite de ça, le LBD, vous le considérez comme une arme intermédiaire. Ouais. Moi, j'aimerais là encore reprendre les textes et préciser aux personnes qui nous écoutent que le LBD est quand même une arme de catégorie A2 et qui relèvent donc des armes relevant du matériel de guerre. Les personnes que je défends, elles ont été gravement blessées. Plus d'une dizaine de personnes visées par des tirs de LBD que je défends aux côtés de ma consoeur de Rouen, Chloé Chalot, et qui ont été blessées dans des circonstances qui sont très différentes. Certaines ont été blessées au visage. Et donc, on va effectivement se poser la question de savoir si l'arme a été utilisée de manière conforme au texte et dans le cadre réglementaire. On rappelle qu'on n'a pas le droit de tirer... Exactement, qu'on n'a pas le droit de viser donc, au-dessus de la ligne des épaules. Mais en dehors de ces cas où effectivement il y a un réel doute sur les conditions réglementaires de l'usage de l'arme, il y a plein d'autres blessures qui ont été constatées et qui sont très graves. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utile de préciser que le procès qui est fait au LBD n'est pas forcément le procès qui est fait aux policiers, mais qui est le procès qui est également fait à une arme. Et en dehors de la responsabilité pénale qui est susceptible d'être engagée, dans lesquelles les policiers sont censés susceptibles d'engager leur responsabilité, donc pénalement, dans les cas où il sera prouvé qu'ils n'ont pas fait usage de la légitime, enfin qu'ils n'étaient pas placés en situation de légitime défense, va se poser à un moment la question de la responsabilité de l'État. Et l'État a déjà vu sa responsabilité engagée dans le cadre de l'utilisation de LBD par des personnes qui avaient été grièvement blessées par cette arme qui a été qualifiée par le juge administratif d'arme dangereuse. Et à titre d'exemple, j'aimerais évoquer le cas d'un manifestant qui avait été blessé il y a 10 ans par un tir de LBD et pour lequel l'État a été condamné à lui verser la somme de 100 000 € parce qu'il avait été considéré qu'il avait été fait un usage donc fautif de cette arme par les forces de l'ordre sans que cela engage la responsabilité pénale. Oui, alors c'était le LBD 4046. Il y a 10 ans. C'était en 2008. C'était pas le flashball plutôt Bon, on va parler des manifestations, on va parler de l'usage actuel. On l'a entendu, vous l'avez évoqué, Eliane Assassi, de plus en plus de voix s'élèvent.
au niveau européen, mais aussi aujourd'hui à l'ONU. C'est Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, qui a pris la parole sur la gestion des manifestations en France. On l'écoute. En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme des inégalités économiques et une exclusion des affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Jacqueline Eustache-Brinio, est-ce que ça ternit un peu l'image de la France? On a vu le Conseil de l'Europe, on voit aujourd'hui l'ONU s'inquiéter de la répression dans les manifestations. Est-ce que ça ternit l'image de la France? Non mais je crois que Mme Bachelet, j'ai un profond respect pour Mme Bachelet, ce qu'elle a été et ce qu'elle est. Mais je pense qu'elle connaît pas. Présidente du Chili. Exactement. Je pense qu'elle ne connaît pas le contexte que nous vivons depuis quelques mois. Elle ne le connaît pas. Elle ne connaît pas. En France, on ne tire pas sur la foule. Hein. Il faut juste arrêter. Nous ne sommes pas dans une dictature, ce qu'elle a connu d'ailleurs. Voilà, on n'est pas dans un pays où une dictature ferait qu'on tire sur la foule. Il faut arrêter de dire ça. Il faut juste arrêter de dire ça. C'est faux. La police ne tire pas sur la foule comme elle peut le faire dans certains pays pas si éloignés que nous d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est important. Donc, faut juste relativiser ces mots. À leur place, hein. Je finis ça. Parce que nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Quel que soit le président, hein, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, nous ne dépendons. La police ne tire pas sur la foule sans avoir un cadre la proposition précis. de loi qui sera débattue demain ne consiste pas à faire un procès à la police. Ce n'est pas le sujet. C'est ce qui est malheureusement fait, madame. Mais non, mais peut-être, c'est comme ça que vous l'entendez, mais ce n'est pas comme ça que je l'entends. Vous avez une démarche particulièrement dogmatique. Vous partez d'un présupposé que de toute façon, comme ce sont des parlementaires communistes, pas du forcément, tout. Mais si. Partez-vous d'un présupposé que parce que on ne parle pas d'un présupposé, monsieur. J'ai rencontré des syndicalistes de la police qui eux-mêmes disent que ce ne sont pas les policiers en responsabilité du maintien de l'ordre qui utilisent les LBD 40. Et ils reprochent eux-mêmes à d'autres forces de police telles que les BAC ou la BRI d'utiliser cette arme alors qu'ils ne sont pas formés. Madame, pour utiliser, est-ce que vous savez dans quelles conditions on utilise un LBD? Pour utiliser un LBD, il faut avoir une habilitation. Exactement. D'accord. Une habilitation. Ça veut dire que vous avez. Sais, mais la formation n'est pas la même pour les. La formation n'est pas la même pour les CRS et les gendarmes mobiles que pour les agents de la BAC ou de la BRI. Mais bien sûr que si. Ce n'est pas la même. Mais bien sûr que si. L'habilitation, elle est la même pour tout le monde, madame. Attendez, je vais répondre si vous me permettez. Tout d'abord, sur ce que l'ONU a dit, moi je suis désolé, on est en train de classer la France entre le Venezuela et Haïti, alors que dans les maintiens de l'ordre en France, il n'y a pas eu de mort de part de la police nationale dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. C'est quand même une spécificité française. Beaucoup de pays le problème qui se pose, c'est pas tant... Mais après, c'est une question de culture. La culture allemande, la culture anglaise, c'est pas la culture française. Je suis désolé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème. Il faut pas le nier, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un problème. Mais c'est pas un problème d'utilisation de l'arme en elle-même. C'est la question de la formation au maintien de l'ordre par rapport à de nouvelles formes de violence et de manifestations sociale qui fait qu'on est en train de réécrire la doctrine d'emploi et la doctrine du maintien de l'ordre. Et ça, moi, j'en ai fait la demande dès le lendemain des incidents graves du 1er décembre. Et on est allé même plus loin, au titre de la CFDT. On a demandé à ce que les policiers puissent être dotés d'armes non létales, mais vraiment non létales, qui sont des marqueurs ADN, de façon à ce qu'on puisse, a posteriori, dans le cadre d'enquête judiciaire, procéder aux interpellations. Donc il y a des solutions. Et la deuxième solution, mais moi je ne demande pas une interdiction sans faire de proposition. On peut faire un moratoire pour le moins. Vous pouvez vous demander une interdiction, mais vous ne faites pas de proposition. Et la deuxième chose que nous proposons, et j'en ai parlé sur d'autres médias, c'est de reprendre l'idée qu'il y a en Allemagne. Vous savez, quand on va procéder à une dispersion d'une manifestation, on fait des sommations. Seulement le mégaphone qu'on utilise n'est pas suffisamment puissant. Et donc, on voudrait des véhicules sonos comme en Allemagne, de façon à ce que le plus grand nombre soit averti que les forces de sécurité vont procéder à la dispersion des manifestants. On va évoquer les autres moyens d'encadrer ces manifestations, puisque le Sénat a voté ce matin en commission des lois le texte validant la proposition de loi anti-casseurs imaginée par Bruno Retailleau. Elle a été modifiée par l'Assemblée nationale. Le Sénat devrait finalement voter le texte dans les mêmes termes pour une application plus rapide. Les explications de Marie Brémaud.
Ce serait donc le choix de la raison. La commission des lois du Sénat a voté sans aucun changement le texte revenu de l'Assemblée nationale concernant la loi dite anti-casseurs. Un choix de la raison lié au contexte, mais aussi un choix politique, car cela évite une nouvelle navette parlementaire et donc une seconde lecture. Choix politique, certes, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse immédiate, et je pense qu'un volet préventif pour appréhender au plus tôt l'ensemble de ceux qu'on appelle les casseurs communément, et plus particulièrement les meneurs, puisque c'est l'objectif de ce texte, avant une manifestation me semble cohérent, et surtout très important de le mettre en œuvre rapidement et donner aux forces de l'ordre les moyens de le faire. Il n'est donc plus possible d'amender le texte, même si ici, nombreux estiment que la version de l'Assemblée nationale est moins bonne que le texte initial, car jugé plus liberticide. En cause notamment l'article 2, qui permet au préfet de délivrer une interdiction de manifester durant 1 mois et sur l'ensemble du territoire. On peut avoir peur que ce soit une atteinte à la liberté, ou on peut, comme d'autres, se résigner à penser que notre démocratie doit aujourd'hui adopter des textes de cette nature. Si la sénatrice centriste a, elle, choisi de voter sans enthousiasme pour ce texte, les socialistes s'y opposent et attendent maintenant une décision du Conseil constitutionnel. Ce texte présente une constitutionnalité douteuse. Donc on attend que le Conseil constitutionnel nous dise si c'est effectivement une loi anti-casseurs ou si c'est une loi anti-manifestants. Une éventuelle censure constitutionnelle qui sonnerait comme un pied de nez à l'exécutif. Aïna Pasquale, sur ce sujet de la... Excusez-moi, j'ai écorché votre nom. Oui, c'est Aïnoa. Aïnoa, excusez-moi. Sur ce sujet de la proposition de loi anti-casseurs, est-ce que pour vous, ça va justement avec le changement de doctrine du maintien de l'ordre? Est-ce que finalement, ça fait partie d'un tout pour encadrer les manifestations? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça ensemble dans un même sac, si j'ose dire, mais pour moi, cette loi anti-casseurs, c'est véritablement une loi de circonstance. Je suis vraiment très étonnée de voir à quel point le gouvernement et les députés de la majorité ont changé leur point de vue sur cette proposition de loi qui, à l'origine, avait été proposée à la suite du mouvement social sur la loi travail. Je suis consternée de voir que cette loi prospère alors même que notre arsenal judiciaire est largement suffisant pour faire face aux violences et dégradations qui seraient commises en manifestation. Et j'espère très sincèrement que l'interdiction administrative de manifester sera censurée par le Conseil constitutionnel puisqu'elle porte une atteinte excessive et manifeste à la liberté d'expression collective des idées et des opinions et à la liberté d'aller venir et donc à la liberté de manifester. Je rappelle que cette proposition de loi et donc l'interdiction administrative de manifester, elle se fonde sur une justice qui est préventive, voire même prédictive, et qu'on va avoir des personnes qui vont être interdites de manifester sur le territoire pour des durées qui seront sans nul doute renouvelées de manière générique, et ça va encore se fonder sur uniquement les notes blanches du renseignement, et il sera de nouveau très difficile de contester ces interdictions devant le juge administratif, comme ça l'a été sous état d'urgence avec des mesures qui étaient similaires. Jacqueline Eustache-Brinio, cette loi, elle était pensée par Bruno Retailleau ici au Sénat, modifiée à l'Assemblée par les parlementaires En Marche, et pourtant vous allez garder les mêmes termes? Alors, d'abord, si le gouvernement avait regardé un peu plus tôt la loi Retailleau, ça ne serait pas une loi de circonstance, parce que la loi Retailleau, elle a été votée à l'automne, hein, avant la problématique des Gilets jaunes qui se pose aujourd'hui. Donc, effectivement, si on avait regardé ce texte un peu plus tôt, ce texte, il existerait, il aurait peut-être été modifié par l'Assemblée et puis revenu... Bon. Aujourd'hui, effectivement, il tombe dans un temps un peu plus compliqué. Il y a une urgence à le voter? Il y a une urgence à le voter, effectivement, parce qu'il faudra un moment qu'un certain nombre de choses s'arrêtent. Donc, les violences qui sont faites, enfin, aujourd'hui, il y a des lois qui existent pour interdire certains hooligans de ne pas aller dans les stades. Ben voilà, parce qu'ils sont tellement violents, ils posent tellement de problèmes. Donc voilà. Donc mais je veux dire, il y a des lois, il y a des pays où là, ça existe. Là, on parle d'un droit constitutionnel à manifester. C'est une loi française. Il y a en France, je reprends ce que j'ai dit. Il y a en France des jeunes supporters, ils sont interdits de stade. Donc parce qu'ils ont posé de graves problèmes dans les stades où on est censé s'amuser. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que la violence, et c'est le mot, la violence de certains manifestants qui cassent, qui dégradent,
pour des raisons politiques, bon voilà, c'est leur choix, etc., on ne peut plus entendre ça. Parler de tout ça aux commerçants qui vont fermer boutique là, dans les mois qui viennent, parce qu'on leur a tout cassé, parce qu'ils ne fonctionnent plus, et parce qu'on passe, certains manifestants passent le temps à tout casser avec effectivement ces visages découverts, ce n'est plus acceptable. Et cette loi, elle n'est pas partie des Gilets jaunes, elle est partie des Black Blocs, de Notre-Dame-des-Landes quand même, parce que c'est aussi de là que le texte a été réfléchi et pensé par Bruno Retailleau. Donc à un moment, voilà, Denis Jacobs, la liberté... ça va vous aider, vous, policiers, sur le terrain, cette loi ? Oui, ça va nous aider. De toute façon, on a été parmi les premiers syndicats à demander justement une loi qui nous permette de travailler en amont des manifestations violentes, justement pour pouvoir procéder à des contrôles, et on l'a fait notamment le 8 décembre. Je regrette qu'on ne parle pas suffisamment assez de tout ce que peuvent prendre les policiers dans la figure, et pas uniquement des barrières de chantier, des boules de pétanque, des lanceurs de cocktails Molotov, des gens qui viennent avec des marteaux, des haches. Je le rappelle, c'est quand même important de dire que quand les policiers ripostent sur des manifestations violentes, c'est parce qu'ils sont agressés et pas parce qu'ils ont envie d'utiliser les moyens à leur disposition. Et cette loi, donc l'interdiction préventive, pour vous, c'est un outil utile ? Bien sûr, ça renforce, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi, mais on a déjà des dispositifs qui sont en place et qui ont démontré qu'ils ne fonctionnaient pas, puisque la grande majorité des interdictions administratives ont été cassées par les TA, par les tribunaux administratifs. Donc, nous, on aurait même souhaité que ça aille beaucoup plus loin, qu'on aille dans le cadre d'une judiciarisation de la peine, de façon à ce que quand quelqu'un est condamné pour acte violent sur une manifestation, eh bien là, il soit sous le coup d'une sanction pénale et qu'il soit interdit dans cette sanction pénale de participer à ce type de manifestation. C'est pas une atteinte à la liberté de manifester quand on condamne quelqu'un qui a attaqué des policiers pour attenter à leur vie. Si vous me permettez... là, on évoque une décision du préfet et pas Exactement. judiciaire. Donc, quand vous parlez des contrôles, et je suis tout à fait d'accord avec vous, plein d'objets ont pu être saisis dans les contrôles, mais ces contrôles-là sont déjà permis par les dispositions législatives actuelles, puisque le procureur de la République peut ordonner des contrôles dans certaines zones. Donc ça, je ne vois pas pourquoi ça aurait à être dans la nouvelle loi et à être mis dans les mains du préfet. Parce qu'on a le fichage en plus. Oui, mais sur la judiciarisation, pardon, effectivement, elle existe aussi là déjà. Les personnes qui sont condamnées pour des faits de violence ou de dégradation en manifestation peuvent voir leur peine assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de manifester. Donc ça, c'est déjà dans l'arsenal judiciaire qui existe. Donc il n'y avait pas besoin d'aller plus loin pour vous. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Là, quand on dit que... Enfin, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que d'une part, vous avez M. Castaner qui dit non, ce ne sera pas attentatoire à la liberté de manifester, ça ne va concerner que 200 personnes. Et de l'autre côté, on nous dit c'est très urgent, il faut absolument que ce soit voté parce qu'il y a énormément de violence et de dégradation en manifestation et que ça concerne 5000 personnes. Moi, je ne vous suis plus, en fait. Enfin, je n'arrive pas très bien à comprendre qui est censé être visé par cette loi-là. Éliane Assassi, on n'a pas entendu Éliane Assassi sur cette proposition de loi anti-casseurs. Écoutez, quand la proposition de loi déposée par M. Retailleau a été débattue ici au Sénat, nous avons voté contre. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on utilise encore des textes, alors que l'arsenal législatif existe, et juridique et législatif existe déjà, dans un moment assez difficile que traverse notre pays. Aujourd'hui, il y a un grand débat national dans le pays. J'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai pas le sentiment que la question de la sécurité et des violences que l'on condamne bien évidemment dans les manifestations soit parmi les premières questions que nos concitoyennes et nos concitoyens se posent. Et on détourne en fait le débat sur des questions qui sont liées en fait à comme dans d'autres temps, ce qu'on appelait des lois émotionnelles, de circonstances, etc. Cette proposition de loi ne sert à rien, sauf à porter atteinte au droit constitutionnel de manifester. Vous avez beau hocher la tête, mais c'est comme ça. C'est pas des manifestants, madame, c'est des casseurs. Mais c'est comme ça. Ce sont des casseurs à qui on a affaire. Ce ne sont pas des gilets jaunes. Mais ce qui est dans ce texte... Vous faites un amalgame entre gilets jaunes et casseurs. Dans ce texte, il est fait la démonstration
qu'on inciterait donc nos concitoyennes et nos concitoyens à ne pas aller manifester parce que a priori un certain nombre d'entre eux seraient considérés comme de potentiels casseurs. Et puis moi je rejoins ce que dit madame l'avocate, c'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire que dans un pays comme le nôtre, une démocratie comme le nôtre, ce soit le préfet qui prennent des décisions à la place de la justice. On est là quand même devant un fait d'une extrême gravité qui peut conduire à des dérives qui peuvent être très graves pour, je le répète, notre démocratie. Denis Jacob, il y a la question de comment on identifie qui interdire de manifestation si cette loi est passée. Il y a eu sur les 8000 premières gardes à vue, il n'y a eu qu'une centaine d'incarcérations au final. Donc on voit qu'au départ c'est large et qu'après ça se resserre. Je ne parle pas d'incarcération, moi je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison, c'est pas ça le débat, c'est que quand on a des individus qui sont contrôlés en amont d'une manifestation, qui sont porteurs d'armes par destination, il n'y a pas que ça dans le texte. Non, mais... Il n'y a pas que ceux qui sont porteurs d'armes. Dans le texte. Peut-être. Oui, non, mais d'accord. Ah oui. Moi, ce que je vous dis, c'est que, il y a un amalgame qui est fait entre ceux qui viennent casser sur les manifestations, et ils sont clairement identifiés. On a des illustrations ici, sur ce plateau, on voit bien que ce n'est pas des gilets jaunes, par exemple. Moi, je suis désolé, sur les manifestations aujourd'hui, nous ne retrouvons pas les gilets jaunes qu'on a rencontrés sur les ronds-points. Est-ce qu'il y a eu la moindre violence sur les ronds-points ? Non, il n'y en a pas eu. Ça s'est même passé bon enfant avec les policiers. Est-ce que dans les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des personnes décédées à cause de la police nationale ? Non. Il fallait surtout pas qu'il y en ait dans le climat. Surtout pas. Mais pourtant, l'ONU nous classe parmi les pays les plus violents, entre le Venezuela et Haïti, 2 pays qui ont connu des morts dans le cadre de leurs manifestations. Donc je trouve ça un peu disproportionné. Mais ça, c'est mon avis de citoyen. Sur la loi anti-casseurs, le but est de prévenir, notamment par un fichage. Et nous, on était opposés à la création d'un nouveau fichier. Je le précise, on était opposés parce que je pense, et Madame le disait très justement, on a déjà un dispositif juridique qui nous permet de travailler convenablement. Je pense qu'il y a des choses à renforcer et c'est le texte qui est proposé qui en fait l'objet, qui propose de renforcer. Et le but, c'est de prévenir toute violence en exfiltrant des personnes clairement identifiées comme étant des casseurs dans des manifestations précédentes pour pouvoir les retirer, les mettre en garde à vue potentiellement s'ils sont porteurs d'armes par destination et d'éviter tous les heurts qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Jacqueline Eustache-Brignot, sur le risque anticonstitutionnel qui pèse cet article 2, beaucoup de personnes disent que ça ne passera pas le filtre du Conseil constitutionnel. Je ne suis pas une grande constitutionnaliste, donc je ne vais pas me donner un avis sur ce sujet. Moi, je voudrais revenir sur le droit de manifester. Personne ne remet en cause avec cette loi le droit de manifester. Manifester, c'est pas casser. Donc, il faut quand même juste préciser. Que de ça. Parce que c'est le problème d'aujourd'hui, Madame Assassi. Avec toute l'amitié que j'ai pour vous, le problème d'aujourd'hui, c'est les casseurs. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des citoyens qui regardent ces casseurs à longueur de samedi péter des vitrines, brûler des voitures. Non mais je finis. On va finir très rapidement, s'il vous plaît. C'est important. Moi, je ne suis pas comme ça quand je manifeste. Mais d'accord, mais Madame Assassi, ils existent et c'est un problème. Mais ils existent depuis longtemps, Madame. Quand on les voit, je voudrais juste finir, Madame Assassi, je ne sais pas couper. Quand on les voit déambuler dans Paris, brûler une voiture, casser un magasin, casser encore un autre magasin, casser d'autres voitures, qu'est-ce qu'ils disent les habitants? Mais pourquoi on les arrête pas? Parce qu'on ne peut pas les arrêter, parce que c'est pas si simple. Ceux-là, il faut les interdire de manifester, parce qu'ils nuisent aux causes d'ailleurs des Gilets jaunes, à toutes les causes qui peuvent être des causes syndicales, tout à fait louables et nécessaires. Et je pense que ceux-là, il faut les empêcher de casser, parce que ce ne sont pas des manifestants, ce sont des casseurs. Il y a tout. Pourquoi ce n'est pas fait aujourd'hui? La preuve qu'aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. Et la loi, elle est là pour faire avancer. Parlons un peu de la situation des policiers aussi. Laissez-moi finir. Je voudrais juste finir. Je voudrais finir, Madame Assassi. Madame Assassi, laissez-moi finir. Aujourd'hui, les textes ne suffisent pas, ne sont pas suffisants, et il y a urgence à faire en sorte que ces gens qui sont là pour casser et détruire notre démocratie, on les arrête. Voilà, c'est tout. C'est normal. Si vous dites qu'on ne peut pas les arrêter, c'est pas que ce sont les textes qui sont insuffisants, c'est que ce sont les effectifs qui sont non, pas que, Madame. C'est trop facile de dire ça. Pas que. Ce n'est pas que ça. Denis Jacob, on n'a pas la possibilité de les interpeller directement en manifestation. Alors, les personnes qui sont habituées, ce qu'on appelle les black blocs, mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment les black blocs à qui on a eu affaire. C'est des gens d'ultra droite, d'ultra gauche principalement, beaucoup d'ultra gauche. On essaye de les identifier
identifier bien évidemment comme on peut. Et justement, le fait de pouvoir ficher ces personnes-là sur le même plan que ceux qui sont hooligans, puisque c'est déjà le cas en France, et pas en Angleterre uniquement, mais il y a eu France. beaucoup de décisions cassées par les tribunaux suite à ces interdictions de cette loi stade. a pour objet de renforcer la possibilité d'avoir un outil pratique et pragmatique pour les policiers sur le terrain en amont, de voir que quand on a quelqu'un qui a été fiché, c'est que il y a eu des faits avérés, puisque nous, ça nous permet de les exfiltrer de mouvements potentiellement violents et de minimiser les problèmes auxquels on est confronté depuis près de 4 mois. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat.